Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue au webinaire Carrière by NovoJob. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour discuter de ces problématiques de développement de carrière, car comme vous le savez, NovoJob est un réel partenaire carrière pour vous qui vous accompagne durant tout le développement de votre carrière et qui vous connecte à des opportunités d'emploi. Alors, nous sommes à la 10e édition de ces webinaires carrière, déjà 10. Alors, il y a déjà 9 webinaires qui ont été faits. Je vous invite à répartir sur les pages des réseaux sociaux de NovoJob pour véritablement revoir ces webinaires très instructifs sur des thématiques très pointues. Aujourd'hui encore, nous allons mettre le pied dans un thème, je crois, très fondamental pour le développement de carrière d'un professionnel, c'est comment construire un projet professionnel. Notre invité est déjà là et je vais le présenter tout à l'heure. Mais bien avant, vous connaissez la tradition, vous connaissez le déroulé de ces webinaires. Il y aura un temps de présentation où je vous invite à être très attentif et en même temps à poser vos questions dans l'onglet questions. Ne les mettez pas, s'il vous plaît, dans le chat. Mettez-les plutôt dans l'onglet questions pour qu'elles soient facilement retrouvables et qu'on puisse échanger sur ces questions-là à la fin. Alors, sans plus tarder, je vais présenter notre intervenant. Titulaire d'un DUT en commerce et en administration des entreprises, ainsi que d'un diplôme d'ingénieur en ressources humaines obtenu à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB. Il a à son actif plusieurs certificats internationaux, dont le dernier Management and Leadership obtenu avec Dale Carnegie Training. Au cours de sa dizaine d'années d'expérience, il a eu à apporter sa contribution dans des entreprises internationales comme le groupe Accor, Sofitel et Nestlé. Il occupe en ce moment le poste de HR Manager Afrique de l'Ouest et centrale au sein du groupe Willis Towers Watson, ex-Gras Savoie, où il pilote la GRH pour cette zone du continent. Et il est avec nous cet après-midi pour nous donner des clés sur comment construire un projet professionnel. Avec beaucoup de plaisir, accueillons M. Lewis Ekra. Bonjour. Alors, M. Ekra, comment vous allez? Très bien, merci. J'espère que vous aussi. Merci, ça va très bien. Surtout que vous êtes avec nous et que vous avez accepté vraiment de donner de votre temps pour partager le savoir et pour instruire tous ces candidats, tous ces professionnels qui ont besoin de clés pour développer leur carrière. Merci encore pour votre temps et pour votre disponibilité. Alors, juste avant de vous laisser dérouler votre présentation, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème particulièrement? Comment construire un projet professionnel? Alors, il faut dire que le marché de l'emploi est très dynamique de façon générale. Dynamique de par la multiplicité des opportunités qui se créent de plus en plus, mais aussi dynamique du fait de nombreuses crises qui parfois viennent impacter donc, le marché de l'emploi. Donc, en témoigne ce que nous vivons en ce moment, notamment la COVID-19. Et donc, dans ce genre de contexte, il est important pour la plupart des candidats, pour les talents du marché, de comprendre en fait comment fonctionne la dynamique de marché par rapport à leur propre profil ou leur projet professionnel ou leurs aspirations de carrière. Donc, c'est un peu la raison majeure qui a motivé le choix de ce thème. D'accord, super. Je suis sûr que ce thème rencontre l'adhésion de plusieurs professionnels parce que c'est une problématique, je vais dire, pertinente en ce moment où il y a peut-être des réorientations qui sont nécessaires ou bien même des adaptations par rapport au contexte professionnel. Et ce n'est pas tous les participants qui sont connectés qui diront le contraire et qui se signalent dans le chat. Zana Koulibaly, Kwaku Ouzoué Silver, Maggie, Samuel Deli, Laurent ici, assez, ils sont tous connectés, ils nous disent que le son est très bon et ils sont impatients d'entendre ce que vous avez à leur dire, Monsieur Ekra Lewis. Sans plus tarder, je vais quitter l'écran et vous laisser toute la scène et on se retrouve pour la session des questions. Merci. Alors, merci encore. Merci, Marius, on peut s'appeler par les prénoms. Donc, le thème qu'on a choisi de partager ensemble aujourd'hui, c'est comment construire un projet professionnel.
Donc, évidemment, on va essayer de parcourir un certain nombre de grands points, notamment les préalables. Pour commencer, on parlera des critères d'orientation dans la construction du projet professionnel, personnel. Ensuite, comment mettre en œuvre ce projet-là. Enfin, on parlera des facteurs clés de succès, donc comment est-ce qu'on peut impulser justement sa carrière. On aura bien évidemment des séances de discussion libre ou de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, la première chose à comprendre, évidemment, c'est quoi un projet professionnel? Donc, un projet professionnel, il faut le dire, s'inscrit dans l'avenir. Donc, il s'agit clairement pour tout candidat ou toute personne de pouvoir se projeter et se demander, mais qu'est-ce que je vais devenir demain, professionnellement parlant, bien entendu. Donc, ça prend en compte la notion de concevoir, avoir une claire vision de là où je veux partir, inscrire cela dans le temps, donc l'avenir professionnel, et puis la capacité que j'ai à pouvoir me bâtir ou me construire moi-même un plan de carrière. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que la notion de projet professionnel, eh bien, se trouve au carrefour de plusieurs notions. D'accord? La première notion qui va représenter pour nous une voie, c'est la notion de passion. C'est-à-dire que pour bâtir ou construire mon projet professionnel, il faut que je tienne compte d'une notion qui est suffisamment clé. C'est qu'est-ce que c'est que mes propres passions? Je suis intéressé par quoi? Qu'est-ce qui m'attire le plus? Qu'est-ce qui m'intéresse dans le domaine professionnel? Et même dans un domaine d'activité ou un secteur dans lequel je suis, quelle est la passion? Quel est si je prends l'exemple des ressources humaines, vous voyez, il y a l'administration du personnel, il y a le recrutement ou l'attraction des talents, il y a la gestion des talents en interne, il y a tellement les ressources humaines, c'est suffisamment vaste. Mais à l'intérieur de ces ressources humaines-là, où se trouve ma passion à moi ou le plaisir que je trouve à travailler? Ensuite, bien évidemment, il faut tenir compte de la deuxième voie qui est l'expérience ou le savoir-faire. En fait, c'est ce que je sais faire de mes 10 doigts ou l'intelligence, il y a la capacité que j'ai déjà eue à démontrer un savoir-faire dans un domaine précis. L'autre voie du carrefour, c'est l'expertise ou le talent ou les talents dont je dispose. Ici, on qualifie d'expertise non pas simplement une expérience. Si je prends des candidats dans le domaine de la vente, on va dire qu'ils ont de l'expérience en vente de véhicules ou en vente de matériel informatique, etc. Ça, c'est de l'expérience. J'ai 10 années d'expérience, j'ai 15 années d'expérience dans le domaine. Mais l'expertise ou le talent, c'est l'expérience qui s'est avérée réussie et qui est devenue, comme pour moi, une marque de fabrique. Donc, parmi les vendeurs ou les commerciaux de véhicules neufs, il se trouve, de véhicules de façon générale, il se trouve que je suis un expert en vente de véhicules neufs. C'est-à-dire, les autres ont plutôt cette facilité à vendre les véhicules moins chers, donc de seconde main. Mais moi, j'ai un carnet d'adresses, j'ai le savoir-faire, j'ai le savoir-parler, j'ai les contacts qu'il faut et qui font de moi, en fait, quelqu'un qui sait très rapidement vendre des véhicules neufs. Donc ça, ce n'est plus simplement une expérience, c'est une expertise. En fait, l'expertise, c'est l'expérience qui a été aiguisée. Le talent, c'est justement le savoir-faire qui est devenu, on va dire, une valeur ajoutée. L'avant-dernière voie, évidemment, qui rentre en ligne de compte dans le carrefour de la construction de son projet professionnel, c'est les opportunités. Donc, quelles sont les opportunités qui sont disponibles sur le marché de l'emploi si on est déjà employé au sein de l'entreprise où on est ou bien en dehors? Et bien évidemment, le dernier point, c'est le timing, c'est-à-dire le temps qu'on prend pour bâtir. Lorsqu'on parle de projet, on l'a dit au départ, c'est un projet d'avenir. Donc, c'est quelque chose qui ne se bâtit pas en une journée ou forcément en une année parce qu'on se projette et on veut aller quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il faut en termes de critères d'orientation? La première chose, bien évidemment, c'est de pouvoir faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est quoi? C'est se poser les bonnes questions en termes de qu'est-ce que je sais faire? Donc là, c'est l'expérience. Quels sont mes points forts? On a parlé précédemment de la notion de talent ou d'expertise. Quels sont mes points forts?
si je pars en entretien, si je pars en entreprise, si je pars même au travail chaque jour, quels sont les aspects sur lesquels, eh bien, je suis certain qu'on ne peut pas me prendre à défaut parce que c'est mes points forts. Après, il y a évidemment les axes de développement ou les points d'amélioration. C'est-à-dire, je dois avoir cette honnêteté et cette conscience de soi, de ce qu'il y a comme point d'amélioration, comme des formations que je dois avoir, comme des compétences que je dois acquérir pour, n'est-ce pas, devenir la personne que je veux devenir ou la meilleure version de moi, comme diraient certaines personnes. Le deuxième axe à considérer, donc le deuxième critère d'orientation dans la construction de son plan de carrière, évidemment, c'est les projections du marché. C'est quoi les projections du marché, les opportunités d'emploi qui existent? Si nous partons tout de suite sur les sites de recrutement, on va voir qu'il y a un type d'emploi qui revient très régulièrement, comparé à d'autres qui peuvent revenir une fois par mois ou peut-être même une fois chaque 3 ou chaque 6 mois. Donc, ça doit pouvoir compter lorsque je veux me projeter, qui je vais devenir demain, quel est le job ou le poste que je vais occuper dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 5 ans. Eh bien, je dois tenir compte justement de la régularité des opportunités d'emploi dans ce domaine ou dans ce secteur. Le deuxième facteur clé qui rentre dans le critère d'orientation, c'est les métiers d'avenir. Aujourd'hui, peut-être qu'on recrute beaucoup de commerciaux, beaucoup de chargés de clientèle, mais est-ce qu'on est sûr que dans 5 ans ou dans 10 ans, ces métiers seront toujours sur le marché? C'est un exemple ou une question que je pose. Mais il faut rapporter ça à l'idéal que vous avez en termes de projet professionnel, c'est-à-dire le poste que vous voulez occuper dans 5, dans 10 ans ou dans 15 ans, vous devez pouvoir vous poser la question de savoir qu'est-ce que ce poste-là va devenir? Ou au contraire, quels sont les postes qui seront plutôt en vogue dans 5, 10 ou 15 ans lorsque je devrais être dans le poste qui est mon projet professionnel que j'ai bâti, que j'ai construit, que j'ai pris le temps de mûrir. Il y a 10 ans, par exemple, le métier de livreur où la vente en ligne n'était pas suffisamment développée. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très en vogue, par exemple. Donc, le dernier point, c'est évidemment les restructurations, les évolutions de marché qui sont liées parfois aux crises. Et le cas de Covid-19 vient de nous le démontrer. Il y a 1 an, on ne s'imaginait pas que la vente de masques allait devenir quelque chose d'important. Et imaginez-vous, les experts en fabrication de masques aujourd'hui, eh bien, ils se font beaucoup d'argent. Donc, il faut aussi suivre les notions de restructuration ou de crise ou d'évolution du marché afin de pouvoir se projeter et de bâtir son projet professionnel. Le dernier point que nous allons voir ensemble, c'est les opportunités de développement. C'est vrai, je veux devenir quelqu'un, mais il faut que je sois conscient des axes de développement, c'est-à-dire là où je dois me former et surtout que je sache comment. C'est ce qu'on appelle les plans de développement dans le domaine des ressources humaines. Donc, un plan de développement, c'est quoi? C'est un programme qui inclut un plan de formation, un plan de coaching, mentoring et des opportunités d'expérience. Donc, la formation, bien évidemment, je sais que je ne sais pas parler en public, donc je vais apprendre à parler en public au travers d'une formation, par exemple. Discours d'un vendeur, par exemple, ça peut se faire même en ligne. La formation, des formations même techniques, hein, la maintenance automobile et tout, même sans la pratique, je peux trouver sur YouTube, par exemple, des vidéos où il y a des experts qui expliquent comment est-ce que ça marche. Ça, c'est la formation théorique. En management, la formation théorique contribue à 10% dans le renforcement de capacité des collaborateurs. Donc, ça veut dire que lorsque vous vous formez, eh bien, vous n'avez pas tout fait. Vous n'avez fait que 10% pour vous préparer justement à accomplir ou à voir se réaliser votre projet professionnel. La deuxième chose à activer, c'est la notion de coaching ou de mentoring. La notion de coaching, il s'agit simplement de se trouver des personnes dans notre domaine d'activité ou d'expertise qui ont 5, 10, voire 20 années d'expérience de plus que nous, donc qui ont de l'expertise avérée et qui peuvent nous prendre par la main pour nous montrer les secrets du domaine. Donc, on gagne beaucoup plus rapidement avec ce genre de personnes. Et les experts nous disent que le coaching et le mentoring contribuent à 20% dans, on va dire, le renforcement de capacité des collaborateurs. Et le dernier point qui apporte le plus de poids dans le renforcement de capacité, c'est l'expérience. C'est-à-dire, en anglais, on parle de on the job. C'est-à-dire qu'il faut être en train d'apprendre
en faisant la chose elle-même. Si vous êtes en entreprise, n'exigez pas toujours ou tout le temps, ne soyez pas à l'affût des intérims juste pour avoir de l'argent. Non. Il faut profiter. Dans certaines entreprises où tout n'est pas forcément bien organisé et tout, on peut vous dire même pour un intérim d'1 mois, de 2 ou 3 mois, on ne vous paye rien. Mais je vous assure, vous allez vous rémunérer vous-même en acceptant d'assurer cet intérim-là parce que vous allez acquérir quelque chose de fort. L'expérience contribue pour 70% dans le renforcement des capacités des collaborateurs ou dans la notion d'apprentissage. Concrètement, comment est-ce que la mise en œuvre se fait, la mise en œuvre du projet professionnel? Et la première chose, c'est de faire un choix de carrière. Il faut choisir, il faut décider. Il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de domaines, mais à la fin de la journée, lorsqu'on a fait son bilan, comme on l'a dit, lorsqu'on a fait les préalables, hein, on a passé l'étape du préalable, on a fait son bilan de compétences, on a vu ses forces et ses points d'amélioration, on a regardé, fait le tour sur voilà, là où on peut se développer et tout. Il faut décider, il faut choisir ce qu'on veut devenir dans 5 ans, dans 10 ans. À certains entretiens, on pose des questions à des candidats, on leur demande comment vous voyez votre carrière ou comment vous vous voyez dans 3 ans ou dans 5 ans, et certains sont juste incapables de répondre. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas pris le temps de réfléchir, n'est-ce pas, à leur projet professionnel. Et c'est très, très important pour quelqu'un qui doit être un talent dans une organisation. Le deuxième élément dans la mise en œuvre du projet professionnel, bien évidemment, c'est le développement personnel. Nous entendons par développement personnel pas juste la notion de lire des bouquins, hein, ou de se motiver ou de s'auto-motiver ou de trouver des motivateurs. Le développement personnel fait clairement allusion à la capacité d'utiliser les outils qu'on a vus tout à l'heure en matière d'opportunités de développement. C'est-à-dire qu'il faut se former, il faut trouver un coach ou un mentor, et puis il faut trouver des opportunités on va dire, de postes, d'intérim qui vont justement renforcer nos capacités. En la matière, les stages, pour les personnes qui sont à leur première expérience, eh bien, les stages sont de belles opportunités de pouvoir, n'est-ce pas, avoir de l'expérience et puis devenir quelqu'un qui peut se vendre demain. Le dernier point que nous allons voir ensemble avant de passer aux échanges et aux questions, c'est les facteurs clés de succès. On l'a vu, on l'a dit tout à l'heure, il faut prendre la décision et choisir un domaine, choisir un métier, choisir un poste. C'est ce que nous appelons la vision. Si nous voulons réussir, il faut avoir une claire vision de ce que nous voulons devenir, de ce que nous voulons accomplir, de ce que nous voulons faire. Celle que nous avons, eh bien, va nous garder d'être distraits de, voilà, passer d'un poste à un autre sans conviction. Quand on choisit un poste, on sait pourquoi on l'a choisi et on l'a choisi, on passe du temps là-dedans parce que ça fait partie de notre vision. Ça fait partie d'une étape, évidemment, qu'on est censé parcourir avant d'arriver à l'accomplissement parfait de notre projet professionnel. Le deuxième élément, c'est le courage. Lorsque vous voyez des personnes qui ont beaucoup de succès ou bien des personnes que vous estimez, eh bien, ces personnes sont arrivées là avec une histoire, avec un parcours. La plupart des personnes qui ont un véhicule de fonction aujourd'hui n'ont pas eu leur premier poste avec un véhicule de fonction. La plupart des personnes qui ont un poste de directeur aujourd'hui n'ont pas eu leur premier poste en étant directeur. La plupart des personnes, n'est-ce pas, qui jouissent d'un certain succès aujourd'hui ont commencé leur carrière en étant simplement des personnes anodines ou inconnues. Ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il faut s'armer de courage, il faut accepter justement de se battre, d'aller au charbon par des stages, par des expériences et tout. Et même en entreprise, ne pas avoir peur de faire ce qu'on appelle en anglais the dirty task. Quand la tâche, elle est comme la tâche difficile ou sale en grise, ce que tout le monde n'a pas envie de faire, il faut être ce type de personne qui a le courage et la volonté d'aller affronter cela. Lorsqu'il y a un défi dans l'entreprise et que tout le monde a peur d'affronter ce défi, il faut être la personne qui va relever ce défi. C'est comme ça qu'on se distingue, c'est comme ça qu'on se fraye un chemin et c'est comme ça qu'on arrive justement à bâtir et construire un projet professionnel. Le dernier axe, c'est qu'il faut être des personnes de valeur, il faut être des personnes qui ont des vertus. Vous allez remarquer que la plupart des multinationales ont de plus en plus ce qu'on appelle des valeurs ou bien des codes de conduite. Vous ne pouvez pas construire votre projet professionnel sans valeur. Vous ne pouvez pas construire votre projet professionnel, n'est-ce pas, sans vertu.
sans avoir des guidelines, sans avoir, en fait, des valeurs qui vous guident et qui permettent justement de faire un choix. De sorte que vous pouvez avoir une magnifique opportunité professionnelle, mais lorsque vous n'y retrouvez pas les valeurs qui vous guident et qui guident vos choix, vous décidez de ne pas prendre cette opportunité-là. J'ai cité quelques valeurs, notamment l'humilité, apprendre à s'abaisser, à accepter, n'est-ce pas, de retrousser les manches et tout, l'esprit de sacrifice, donc la notion de travail dur. Les Anglais parlent de hard working person. Donc, il faut être quelqu'un qui travaille dur, qui parfois va au-delà des heures normales de travail et pour pouvoir faire la différence. Et puis, il faut avoir la patience. Un projet professionnel, c'est un projet. Ça veut dire que ça s'inscrit dans l'avenir. Donc, il faut prendre le temps qu'il faut. Il faut passer le temps qu'il faut pour pouvoir construire ce projet et ne pas se presser pour brûler les marges. Parce que je peux vous assurer, si vous arrivez au sommet sans avoir appris ce qu'il faut pour arriver au sommet, eh bien, facilement, vous pouvez quitter le sommet. Le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet. Le plus difficile, c'est de s'y maintenir. Et donc, voilà brièvement ce que nous voulions partager avec chacun d'entre vous. Évidemment, si vous avez des questions, si vous avez des points d'éclaircissement, si vous souhaitez qu'on revienne sur certaines notions ou certains aspects, nous nous prêtons volontiers à la séance. Question. Merci. Merci, Loïs. Merci pour j'ai envie de dire, ce cours magistral et ces inputs sur comment construire un projet professionnel. Et je saisis vraiment une de vos dernières phrases. Pour dire que le plus important, ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est surtout de s'y maintenir. Et le projet professionnel, c'est vrai qu'il va nous aider à arriver au sommet, mais il va surtout nous permettre d'avoir les rudiments nécessaires pour que lorsque nous serons au sommet, nous allons pouvoir nous maintenir et surtout rester et ne pas avoir une chute vertigineuse. Alors, tout à fait. Le temps que les questions arrivent, j'aimerais juste revenir, parlons justement de cela. On conseille tout le temps aux professionnels de se former. On dit, voilà, il faudrait que vous arriviez à une certaine expertise, il faudrait qu'on soit compétent. C'est vrai, on est à l'ère des soft skills, mais les hard skills demeurent toujours. Et d'ailleurs, c'est sur la base des hard skills qu'on recrute par rapport à ce que la personne a déjà fait comme expérience, comme savoir-faire. Et justement, pour continuer à développer ce savoir-faire, on a l'habitude de dire aux gens, pour réussir, il faut se former, il faut se former, il faut se former. Et là, vous vous dites aujourd'hui que la formation compte pour 10% dans le renforcement des capacités. Et c'est un peu un choc. C'est un peu une révélation. Comment est-ce qu'on peut expliquer un tout petit peu cela? Alors, vous voyez, les organisations, la plupart du temps, elles se perfectionnent évidemment avec le temps et avec l'expérience. Elles ont eu le temps de faire l'expérience de former les gens théoriquement. Okay. Et de voir quel est l'impact que cette formation théorique a sur leur productivité et sur, l'amélioration de leur performance. Elles ont eu aussi des organisations l'opportunité d'essayer le mentoring ou les programmes de coaching en interne. Et on peut mesurer l'impact sur la productivité des collaborateurs et des organisations. Et enfin, elles ont également eu à essayer les notions d'expérience, donc d'intérim, de projets, de missions, longue durée et tout. Et ont vu combien de fois certains collaborateurs ont explosé en termes de potentiel et ont eu la capacité de performer. En réalité, ce que nous disons, ce n'est pas que il faut juste avoir l'expérience. Ce que nous disons, c'est que pour bâtir un bon plan de développement par rapport à son projet professionnel, il faut combiner les trois. Parce que si vous dites à quelqu'un qui prend une équipe, donc first-time manager, qu'il faut aller à l'expérience, par exemple, pour apprendre à manager une équipe, eh bien, il risque de se casser la tête. Il a nécessairement besoin d'avoir ce qu'on appelle les notions théoriques de management d'équipe. Donc, il va lui falloir nécessairement la formation. Mais quand il aura fini justement l'aspect théorique, la notion de formation, il va falloir qu'il se frotte à des gens qui ont 10 années d'expérience en termes de management d'équipe, 15 années d'expérience, qui vont justement le mentorer et le coacher.
Et enfin, quand il aura su tout ça, eh bien, il faut qu'il se jette à l'eau, il faut qu'il apprenne à nager. Donc, on peut commencer avec une petite équipe, intérim de gestion d'équipe de 3 ou de 4 personnes, et on voit comment il réagit. C'est en même temps une préparation pour un poste futur de chef de service, de manager, de directeur. Voilà à peu près pour expliquer un peu l'impact et pourquoi les organisations en fait utilisent ces 3 axes-là pour développer les collaborateurs. D'accord, super, c'est bien noté. Donc, les 3 axes, c'est vraiment la formation, ensuite le coaching ou le mentoring et bien sûr l'expérience. Quoi qu'on dise, le tout doux à sa place. À sa place, exactement, c'est ça. On dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron la plupart du temps. Ou bien c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. C'est pas en dessinant le marteau, mais c'est en le fabriquant. C'est clair. Alors, on va commencer à éplucher les questions. Maouna pose la question de savoir à quel moment précis l'on peut définir un projet professionnel. On pense qu'on se dit peut-être qu'on doit être à la sortie de l'école, jusqu'on est diplômé. Est-ce que pour ceux qui ont 10 ans d'expérience, 5 ans, c'est pas un peu trop tard? Donc, à quel moment précis de la carrière on peut définir un projet professionnel? Alors, c'est une superbe question. Eh bien, à tout moment. La réponse est aussi simple. À tout moment, on peut définir un projet professionnel. On peut le définir même quand on est élève ou étudiant. Vous voyez, dans les écoles internationales, la plupart du temps, des enfants viennent en stage dans des entreprises, déjà en classe de 3e, parfois en classe de CM2 ou 6e, juste pour comprendre les métiers dans ces entreprises-là et aider en fait à susciter une vocation. Donc déjà, certaines personnes, en tant qu'élèves ou étudiantes, peuvent déjà définir leur projet professionnel. Ensuite, évidemment, quand on sort d'école, donc à la fin de la formation de BTS, de licence, de master et tout, il faut se projeter, il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je me projette dans 1 an? Comment je me projette dans 3 à 5 ans? Etc. Évidemment, quand on entre en entreprise, on a l'opportunité parfois, on n'a pas toujours le choix ou l'opportunité de choisir le poste qu'on veut, le premier. Mais lorsqu'on a de l'expérience, 1 an, 2 ans, 3 ans, on doit se poser et se dire, mais au fait, où est-ce que je veux aller? Donc, lorsqu'on est en milieu de carrière, on peut se poser cette question. Et puis, même en fin de carrière, vous avez des personnes qui partent à la retraite et qui font ce qu'on appelle de la réorientation professionnelle, qui deviennent soit des consultants, qui deviennent des experts internationaux sur certains domaines. Donc, à tout moment dans la vie de l'employé ou de la personne lambda, on peut se définir un projet professionnel. Merci. Alors, je voudrais juste vraiment compléter la réponse de Lewis pour dire que c'est encore plus vrai dans le contexte de la main-d'œuvre aujourd'hui professionnelle que nous avons. Je ne me rappelle plus bien, je vais chercher les références, mais j'avais lu un article dans ce sens par rapport qui parlait des générations, vous savez, X, Y, Z, et vous savez que la force de travail bientôt, c'est la génération Z. Et cet article expliquait que justement, avec les générations X notamment, il y avait une certaine stabilité dans la carrière. Ils ne pouvaient pas faire peut-être plus de 2 entreprises ou bien ils allaient rester dans toute leur carrière sur peut-être un seul métier. Mais cet article-là disait que justement, avec la génération Z, on va assister à des gens qui vont en moyenne changer de métier au moins 7 fois. Ouais. Au moins 7 fois. Pourquoi? C'est encore plus vrai que nous arrivons dans une ère, et tout le monde le sait, quand d'ici 2030, on va avoir des métiers qui vont apparaître qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Tout à fait. Donc, tout ça pour dire qu'il faut à chaque fois être dans une capacité de s'adapter, de se réorienter, de changer, de se projeter. Et c'est si bien ce que notre intervenant Lewis a dit en entrée de jeu quand il parlait de projet professionnel, c'est la capacité qu'on a à se projeter, à voir l'avenir en fonction de ce que, justement, l'environnement du marché du travail nous propose, ou bien en fonction des compétences qu'on a, ou bien en fonction de la passion qu'on va développer. Et comme on sait que l'homme est changeant, notre passion d'aujourd'hui peut varier. Et demain, on peut avoir une autre passion qui va faire que, du coup, on va se réorienter vers un autre métier et changer. Donc, pour en résumer, ce n'est jamais tard. À n'importe quel moment, vraiment, il faut essayer de construire ce projet-là pour se projeter. Parce que le drame,
c'est justement de ne pas en avoir un. Tout à fait. Et juste pour revenir sur ce point également, il y a la transformation de la société, en fait. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la vente en ligne. Aujourd'hui, on parle beaucoup du métier de digital manager. Mais il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout dans nos pays. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs veulent rester chez eux, passer du temps avec leur famille ou quoi que ce soit, enfin, s'occuper à d'autres choses et puis commander leurs produits en ligne et ça leur parvient. Avec la crise du Covid, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui the new normal. Il y a une nouvelle normalité qui est en train de s'installer. La nouvelle normalité, c'est que la plupart des entreprises vont basculer vers ce qu'on appelle le télétravail, de home working. Est-ce que les gens sont vraiment préparés à ça? Est-ce que nous posons la question de savoir si demain je devais travailler de la maison, est-ce que j'allais être à l'aise? Certaines personnes disent tout de suite, moi, c'est une chose à laquelle je ne pense même pas parce que je n'arrive pas à me concentrer de la maison. Et si ça arrive, et si ça devient une obligation, est-ce que je serai quelqu'un qui pourra s'adapter ou bien je ne pourrai pas m'adapter? Donc ça, c'est juste une question ou un exemple basique. En gros, le marché, il évolue, le marché de l'emploi, le marché des consommateurs, il évolue. Donc, moi aussi, je dois pouvoir m'adapter parce que le marché de l'emploi, les entreprises et tout évoluent. Et à côté de cela, il y a mes passions et mes talents. Comment est-ce que je vais les valoriser? Comment je vais les mettre au service de l'entreprise, des organisations, de ma génération? C'est des questions qu'il faut que je me pose et de savoir aussi à quel moment je vais le faire. Voilà. Super. Super. Alors, vous avez, au cours de votre exposé, donné plus ou moins des éléments, des clés sur lesquels il faudrait s'appuyer pour pouvoir établir ce projet professionnel. Alors, il y a 2 personnes, par exemple, qui donnent leur cas particulier, qui sont aujourd'hui à des postes X et qui veulent arriver à des postes Y. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur cette démarche étape par étape pour qu'eux, ils puissent appliquer cela à leur contexte particulier sans trop rentrer dans la spécificité de leur cas. C'est-à-dire, ils doivent partir, s'ils doivent le faire ce soir, ils doivent partir de quoi? Ensuite, ils doivent voir quel point pour arriver, pour espérer une project, sinon dans leur projet, arriver à voir se réaliser ce qu'ils ont mis sur papier. D'accord. Alors, on va peut-être prendre un exemple pratique qui pourrait servir à tout le monde. Je suis responsable technique. J'ai cru voir quelqu'un qui a écrit quelque chose de ce genre. Et je veux devenir, disons, directeur management. Voilà. Management, directeur général. Prenons cet exemple-là. OK. Je veux devenir directeur général. Et si je veux devenir directeur général, en tant que responsable technique, en fait, je suis un expert d'un domaine précis. Je suis technicien. Mais je ne suis pas supposé être spécialiste de tout ce qu'il y a comme gestion financière. Parce qu'en tant que DG, je dois superviser la finance. Les résultats de l'entreprise, j'en suis comptable. Je dois aussi gérer le volet RH. Je ne suis peut-être pas le DRH de la société, mais j'ai un rôle clé en termes d'engagement des employés, en termes même du futur de l'entreprise, ce qu'on appelle le plan de succession, qui est en fait un lien intrinsèque avec la survie de l'entreprise. Si l'entreprise doit exister dans 10, 15, 20 ans, on a des entreprises qui ont 150 ans d'existence, c'est parce que le passage de témoin a été bien réussi. Donc, le directeur général doit avoir cette pleine conscience de cela. Donc, si je prends juste ces 2 exemples, capacité d'analyse financière, connaissance ou lecture d'un résultat d'exploitation, et puis capacité en matière de ressources humaines, ça veut dire que moi, en tant que responsable technique, qui ai eu une formation peut-être d'ingénieur industriel ou d'ingénieur mécanique, je dois me poser la question de savoir, eh bien, qu'est-ce qui me manque? Donc, je viens de le dire. Maintenant, comment est-ce que je fais pour avoir ces compétences? Est-ce que je vais me former en interne? Est-ce que je vais me former en ligne? Est-ce que je vais faire des certificats? Ou bien je vais plutôt faire des formations diplômantes? Donc, voilà comment à peu près je réussis en fait à me donner les moyens d'arriver là où je veux partir. Même quand je dis que je veux faire les formations diplômantes, est-ce que je les fais à plein temps? C'est-à-dire je démissionne? Ou bien je les fais à mi-temps? Je fais par exemple des cours du soir. C'est des options, c'est des possibilités en fonction de ma réalité, donc de ma surface financière et tout. Est-ce que je fais une formation, on va dire locale,
ou bien je fais une formation qui est plutôt internationale, qui va certainement me coûter plus cher, mais je me dis, quand j'aurai fini cette formation, mon entreprise n'aura pas d'autre choix que de me nommer à un poste intermédiaire, peut-être de DGA, ou bien une autre entreprise va venir me chercher pour que j'aille avoir cette exposition, cette expérience-là. Donc, voilà, en fait, les questions, le type de questions qu'on se pose. Donc, pour revenir sur les points clés, on a dit, il faut avoir une vision. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on veut partir. Ensuite, il faut faire son bilan de compétences. Donc, où est-ce qu'on est bon, là où on type vert, et puis là où on n'est pas bon et on a besoin de se développer. Quand on sait exactement là où on a besoin de se développer, on bâtit maintenant son plan de développement. On peut même se faire aider par un expert dans le domaine. Donc, le plan de développement qui inclut la formation, le coaching, mentoring et l'expérience. L'expérience peut s'obtenir même en bénévolat. Voilà. Si la compétence que je recherche en gestion d'équipe, je ne peux pas avoir cette chance, n'est-ce pas, de l'avoir en entreprise, je peux aller en bénévolat, être chef de projet de donation ou de construction d'un centre de santé. Je vais gérer une équipe. Donc, je bâtis mon plan de développement et enfin, je me donne les moyens de l'implémenter, de réaliser ce plan de développement. Voilà à peu près comment je fais le pas entre le rêve que j'ai, qui est le projet professionnel, et la réalité, qui est de devenir ce que je souhaite être. D'accord, super. Alors, moi, j'aimerais rajouter juste un point d'honneur aussi à toute cette démarche. Au cœur de cela, moi, je pense que le professionnel aussi doit savoir et comprendre que le premier produit qu'il a, c'est lui-même. C'est sa personnalité. C'est vrai, il va se former, il va acquérir des compétences, il va acquérir, au-delà des compétences, une expertise, on espère, pour valoriser encore plus son profil. Mais ce qui sera encore plus vendeur et ce qui va lui permettre d'atteindre vraiment les sommets en entreprise, c'est vraiment sa personnalité. Tout à l'heure, vous avez parlé justement de développement personnel qui ne doit pas se limiter seulement à la lecture de quelques bouquins, mais qui doit se développer vraiment dans la pratique et dans l'application sur soi de tout ce qu'on aura lu et bouquiné, parce qu'il y a une réelle mise en cause que le professionnel doit faire pour pouvoir changer d'attitude, changer de comportement. Parce que le leadership, comme on dit, c'est une question d'attitude. Si vous n'avez pas l'attitude qu'il faut, quel que soit, je veux dire, le bagage intellectuel que vous avez, si vous n'avez pas l'attitude de dirigeant, vous allez vous faire manger, vous allez vous faire écraser. Et vous pouvez confirmer, vous avez fait du recrutement, vous êtes en entreprise, on constate que beaucoup au niveau des postes de cadre, beaucoup échouent, non pas pour des problèmes techniques dans des organisations, je m'entends, beaucoup échouent non pas pour des problèmes techniques, mais pour des problèmes de relation, pour des problèmes de personnalité. Parce que quand on arrive justement dans des organisations qui ont une forte culture, qui ont une façon de faire, il faudrait que votre personnalité puisse s'adapter, puisse entrer, pour pouvoir apporter, vous, quelque chose de plus, cette valeur ajoutée qu'on attend et pour laquelle on vous a recruté. Donc, le premier produit, vraiment, c'est vous. Et c'est dans ce vous-là que vous devez embarquer toute cette démarche pour pouvoir construire votre projet professionnel. Et vous l'avez si bien dit en donnant tous ces outils-là qu'il faut pour le faire. Alors, et là, vous me donnez l'opportunité de rajouter une couche. Vous voyez, on a fini la présentation. En fait, c'est juste parce qu'il fallait avoir des lignes qu'on a fait la présentation. Mais on a fini avec la notion de valeur et de vertu. Ouais. Les valeurs et les vertus, la plupart du temps, ne s'enseignent pas à l'école. En tout cas, dans la plupart des écoles, ce n'est pas les vertus qu'on enseigne. C'est des compétences techniques ou des compétences clés qu'on enseigne dans les écoles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un candidat, c'est une personne qui a une formation, qui a une expérience, donc un savoir-faire, mais qui a aussi un savoir-être, parce qu'il doit vivre dans un environnement. Aujourd'hui, pour vous dire, dans les multinationales, je peux en parler très confortablement parce que j'ai quand même eu la chance de faire plusieurs multinationales. On a ce qu'on appelle des talents, la notion de talent dans les organisations, qui sont en fait les ressources sur lesquelles les entreprises comptent. Eh bien, les personnes qu'on identifie comme talents dans la plupart des organisations ont des critères. Donc, l'un des critères, par exemple, on a parlé de la compétence technique. Vous avez dit c'est du basique. Eh bien, c'est vrai. Quand on recrute un comptable, on veut qu'il sache faire la chose basique pour laquelle on l'a recruté. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle l'agilité au résultat.
Donc, la capacité à pouvoir délivrer en temps normal ou en temps exceptionnel. Ça, c'est l'agilité au résultat. On a une autre chose qu'on appelle l'agilité au changement. L'agilité au changement, c'est la capacité que j'ai à embrasser le changement. Quand bien même tout le monde a une résistance naturelle au changement, il faut savoir comment est-ce que je m'adapte et tout. Et ça compte beaucoup. Et l'un des points, je ne citerai pas tout, mais le dernier que je vais citer, c'est ce qu'on appelle le self-awareness, la conscience de soi. Donc, comment est-ce que je suis conscient de mes qualités et puis de mes défauts, si je peux utiliser l'expression, de mes axes d'amélioration? Est-ce que je sais que je m'énerve vite? On parle souvent de plus en plus de quotient émotionnel. Donc, est-ce que je sais, par exemple, que les gens ont du mal à travailler avec moi? Est-ce que je suis conscient du fait que les gens ont peur de m'approcher, par exemple? Et c'est des petites choses qui font la différence. Parce qu'en fait, en entreprise, ce n'est pas une machine qui va vous promouvoir. C'est un homme. Et cet homme-là, peut-être qu'il prend le café avec d'autres personnes. Donc, il faut apprendre à développer donc des relations interpersonnelles cordiales ou plutôt apaisées dans l'organisation. Donc, ça, c'est un élément que je voulais quand même ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Super, merci. Alors, on va prendre la question de Franck Conan. C'est vrai, on a ramené la balle dans le camp du candidat parce qu'il est acteur, il est responsable de son développement d'abord et ne doit pas compter sur l'entreprise. Mais n'oublions pas que quand le quand le collaborateur est performant, ça bénéficie à l'entreprise. Est-ce que donc vient la question de M. Franck Conan, les RH ont un rôle d'accompagnement vis-à-vis du collaborateur par rapport à la définition du projet professionnel. Est-ce que les RH prennent le temps de le faire? Parce que... C'est encore une fois une très bonne question et qui nous ramène dans un contexte, en fait. Il faut savoir dans quel contexte on se trouve. Il y a 20 ans, il y a même 10 ans, peut-être qu'il y a même 5 ans, sous notre pays, on parlait de plan de carrière. Okay. Je veux un plan de carrière. Je veux que mon entreprise me bâtisse un plan de carrière. Je veux que mon RH me bâtisse un plan de carrière et tout. OK. Le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, est un monde qui va à la vitesse incroyable. Je bâtis un plan de carrière pour Marius. Je dis, OK, je compte sur Marius pour que demain, il soit mon directeur général. Donc, je bâtis le plan de carrière, je fais tous les plans, j'investis sur lui, je lui fais faire des business, des executive MBA et tout. Et puis, le lendemain, ou 2 ans après, Marius vient me voir et me dit, écoute, moi, je vais monter un nouveau job, je veux me mettre à mon compte et tout ça. Ça passe tout. Ça change absolument tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de moins en moins de plans de carrière en entreprise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une rencontre entre les attentes des collaborateurs et le projet de l'entreprise. C'est pour cela qu'on parle de projet professionnel, en fait. Donc, les RH ont un rôle clé. Je disais tout à l'heure que le DG, ce n'est pas d'abord le RH en réalité, c'est le directeur général qui a un rôle clé dans ce qu'on appelle bâtir le plan de carrière ou bien le projet professionnel des collaborateurs. Pourquoi? Parce que la première richesse de l'entreprise, on nous le dit tout le temps, c'est les ressources humaines. Donc, il faut qu'il y ait des hommes qui sont compétents, il faut qu'il y ait les bonnes personnes à la bonne place aujourd'hui, mais aussi demain. Je reviens encore sur la crise du Covid. Avec la notion de télétravail et tout, peut-être, je dis peut-être que le job d'assistant de direction, il va disparaître. Ou bien même comment on appelle ça, les offices, les personnes qui font l'accueil. Voilà. Peut-être qu'on n'en aura même plus besoin. Donc, est-ce que la dame qui est justement à l'accueil aujourd'hui doit attendre que son employeur lui bâtisse un plan de carrière pour devenir, je ne sais pas, chargé de clientèle ou bien chef de projet, ou bien elle-même doit être consciente que le monde évolue tellement vite que bien que j'ai eu la chance d'avoir cet emploi, je dois moi-même me projeter et me demander qu'est-ce que je vais devenir dans 3 ou 5 ans et puis me donner les moyens d'y arriver. Quand c'est assez clair pour moi, je vais voir maintenant mon employeur et lui dire, voilà comment je me projette dans 5 ans. Peut-être que vous n'avez pas ce job pour moi aujourd'hui, mais peut-être que ça peut arriver demain. Est-ce qu'ensemble, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider à y arriver? Ça, c'est le rôle de l'employé. Le rôle de l'entreprise, puisqu'elle veut rester performante et à valeur ajoutée dans le temps,
C'est de dire, OK, aujourd'hui, voilà ce dont on a besoin. Dans 3 ou 5 ans, on aura besoin de qui? Donc, on regarde les talents, pas tous les employés, mais les talents, c'est-à-dire ceux qui performent le mieux et ont la capacité de s'adapter et qui épousent les valeurs et la vision de l'entreprise. Et on se dit, on va investir sur ces personnes, on va les accompagner. Donc, voilà, en quelque sorte, le rôle du RH ou le rôle du management de façon générale. Identifier les talents, investir sur eux par rapport à la vision, aux objectifs, aux ambitions de l'entreprise. Mais ça ne reste pas une responsabilité unique de l'employeur. L'employé doit être engagé dans la construction du projet professionnel. Super. Alors, on va prendre toute autre question, tout autre registre, celle de Joël Koulibaly, qui se pose la question de savoir, on parle de projet professionnel, mais est-ce que le projet professionnel est limité seulement à ceux qui sont intéressés par l'emploi salarié? Et pour ceux qui veulent aller vers l'auto-emploi, vers l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut parler de projet professionnel dans ce cadre? Tout à fait. En fait, le projet professionnel s'applique à tout le monde. Tant qu'on doit déployer une force de travail, qu'on soit à son propre compte ou qu'on mette ses talents ou son expertise au service d'une entreprise en tant qu'employé ou en tant que consultant, on peut aussi parler de projet professionnel. Je vais encore prendre un exemple. Quelqu'un qui veut devenir consultant, voilà, consultant en fiscalité, prenons ce cas-là. On sait souvent qu'on a des redressements fiscaux qui coûtent des centaines de millions, voire des milliards parfois, et tout. Donc, on peut se dire, je vais me spécialiser dans la fiscalité. Je vais être consultant, je vais être à mon propre compte. Mais je sais que quand je sors avec mon diplôme de fiscalité, je ne peux pas devenir ce fiscaliste qui est l'expert que les multinationales recherchent. Donc, j'ai besoin d'avoir de l'expérience. Je peux commencer, par exemple, en tant qu'auditeur, si je suis financier. Je peux faire un tour chez les Big Four. Donc, avec l'expérience d'auditeur, je vais passer en revue tous les bilans des entreprises. Je vais chercher les failles dans leur manière d'optimiser les coûts. Voilà, j'ai la chance de le faire pas pour une seule entreprise, mais pour plusieurs entreprises. En une seule année, je peux peut-être faire 5, 10, voire plus. Je fais 2 ou 3 ou peut-être 5 ans en cabinet d'audit et après, je peux me réorienter en entreprise en tant que CFO, donc DAF, responsable financier ou directeur financier ou même contrôleur de gestion, contrôleur financier et tout. Donc ça me permet aussi de voir cela, non pas du côté de l'auditeur, mais cette fois du côté de l'entreprise. Donc ça me permet de regarder ça. Je peux faire 3 ans ou 5 ans dans le poste. Après, je peux faire une autre formation en fiscalité pour renforcer ça. Et puis, ça fait de moi progressivement un expert fiscaliste qui peut devenir en fait consultant au bout de 10 ans, de 15 ans ou de 20 ans. Voilà à peu près comment on bâtit aussi son projet professionnel, même quand on veut se mettre à son compte ou bien on veut créer un cabinet, créer une entreprise. D'accord. Super. Alors, on va aussi prendre, peut-être ça sera sous forme de conseil, parce qu'il y a Anna Sidibé qui nous pose un cas pratique. Elle est de la diaspora, elle a l'intention de quitter l'Europe pour l'Afrique dans plus ou moins 3 ans. Donc, déjà, elle a une projection de venir travailler en Afrique. Elle est en train de faire son expérience dans une entreprise japonaise et beaucoup lui disent de ne pas revenir, je suppose que c'est ce qu'elle dit, de ne pas le faire, mais de ne pas revenir en Afrique, travailler en Afrique. Et justement, ça pointe du doigt une réalité et un problème qu'on a, le problème de la fuite des cerveaux, de beaucoup de jeunes Africains qui vont étudier en Europe et qui ne reviennent pas justement parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas avoir un avenir professionnel en Afrique. Voilà, donc qu'est-ce que vous répondez à ça et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Anna Sidibé pour qu'elle puisse justement bien bâtir son projet professionnel et préparer son retour dans des meilleures conditions? Alors, c'est une question qui est plutôt contextuelle parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet professionnel, il est personnel. On ne bâtit pas le projet professionnel avec les autres. À la limite, on peut bâtir le projet professionnel avec son conjoint. C'est possible, voilà, avec sa famille et tout. Mais on ne peut pas bâtir le projet professionnel avec les autres. Il n'est pas collectif, il est vraiment individuel et tout. De ce fait-là, il faut être
vraiment sûr de sa vision, de là où on veut partir. Donc, ça permet tout de suite de recadrer les choses et tout. La deuxième chose, c'est que l'Afrique, quoi qu'on dise, est le continent d'avenir. Les meilleurs taux de croissance sur tout le globe se trouvent en Afrique. Les meilleures opportunités de développement se trouvent en Afrique. Et vous voyez, aujourd'hui, avec le Covid, il n'y a plus de vols, mais dans le temps où les vols étaient encore possibles, vous prenez Air Europe vers une capitale africaine, donc depuis une capitale européenne vers une capitale africaine, vous allez voir le nombre d'expatriés qui viennent en Afrique. 50, 70%, parfois 80% du taux d'occupation des avions qui viennent en Afrique sont occupés par des expatriés, des Européens qui ont une température ou un climat auquel ils sont habitués en Europe, mais viennent s'exposer sous la chaleur africaine. Alors, je crois que Lewis est parti et il y a eu un problème de connexion. Voilà, je pense qu'il a eu un problème de connexion. En attendant qu'il revienne, on va peut-être partager certaines contributions, celle de Franck Conan qui dit qu'il est important de savoir où on compte aller avant de chercher à savoir comment faire pour y aller. Alors, je rejoins vraiment Franck et notre intervenant l'a si bien dit lors de l'échange, c'est important d'avoir une vision. La vision, c'est ce qui va vous permettre de vous projeter, de savoir exactement ce que vous voulez devenir dans un certain laps de temps. Et ensuite, vous allez maintenant chercher à savoir le comment. J'aimerais même aller plus loin. Vous savez, il y a, comme on le dit, il y a les 3 étages. Il y a le quoi, il y a le comment, il y a le pourquoi. Le pourquoi vraiment va vous aider beaucoup à vous motiver, à rester scotché, à ne pas abandonner quand vous êtes en train de vous construire. C'est là que vous allez tirer votre motivation. Le quoi qui est au bout, c'est ce qui va c'est vers où vous voulez aller, c'est ce que vous voulez devenir. Et le comment, c'est le point de jonction entre les deux. C'est ce que vous allez mettre comme différentes étapes, c'est ce que vous allez avoir comme expérience, c'est ce que vous allez acquérir comme travail sur vous-même pour vous développer et tout ça. Et ça va vous permettre rapidement de pouvoir avancer. Donc, exactement, il est important de savoir où on compte aller avant de chercher à savoir comment on peut le faire. Une autre contribution encore, il est nécessaire que le projet professionnel de l'employé soit en phase avec ce qui le motive en situation de travail, d'où la conciliation entre projet professionnel et angle de carrière du collaborateur. Alors, tout à fait d'avis, je pense que Ekra Lewis l'a si bien démontré, parce que tout part, quand on parle de motivation en situation de travail, il y a aussi l'aspect de passion. Voilà. Il faudrait que vous puissiez trouver ce que vous passionne. Parce que quand on est passionné par quelque chose, quand on exécute cette chose, on ne sent même pas la peine. On ne sent même pas l'effort qu'on met au travail parce que la passion l'emporte. Donc, cela, c'est super, super aussi important. Alors, je ne sais pas si Lewis pourra nous retrouver parce que nous sommes sensiblement au terme de notre échange. Alors, merci à tous vraiment d'avoir participé à ce webinaire. C'est dommage que Lewis ne puisse pas faire la conclusion, mais nous retenons, attention, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes techniques. Nous retenons qu'il faut entrer dans une certaine démarche pour planifier son avenir professionnel et il faut le faire vraiment au plus vite. Et non seulement il faut le faire pour l'avoir sur papier, mais il faut pouvoir être capable de l'adapter en fonction des circonstances du marché, en fonction des opportunités, de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est super, super important. Alors, la semaine prochaine, nous donnons rendez-vous à 17h pour une autre thématique, je crois, qui va vous intéresser encore. Et elle s'intitule « Salarié et salarié entrepreneur, est-ce que c'est possible de concilier les deux ?» Voilà, on se demande, est-ce qu'on peut être salarié et en même temps entrepreneur? Et nous allons recevoir M. Hervé Douan qui va nous partager justement comment est-ce que c'est possible d'être salarié et entrepreneur. Alors,
Juste à point. Lewis, pour votre conclusion. Merci, désolé, un petit problème technique qui nous a éjectés là. Je pense que je suis en train de parler de la question de la dame, de la diaspora, qui se posait la question de savoir la nécessité de venir en Afrique. Donc, nous avions déjà dit, premièrement, le projet professionnel, il est personnel. Et puis, deuxièmement, le continent africain est évidemment l'endroit où il y a de la croissance, donc l'avenir de l'humanité, en tout cas pour le moment, tout montre et démontre bien que ça se passe en Afrique. Et puis le dernier point qu'il faut considérer, en fait, c'est le fait que les multinationales, les entreprises, même locales, sont de plus en plus à la recherche de compétences qui ont eu à se frotter, n'est-ce pas, dans un environnement international. Donc, ce qui veut dire que si nous souhaitons revenir en Afrique, comme c'est son cas, je dirais, retour en Afrique, c'est la meilleure chose, quand on est africain surtout. Pour revenir ici et faire développer notre continent, mais il faut bien se former pour que lorsqu'on revient, eh bien, on apporte de la réelle valeur ajoutée aux organisations. Mais si vous partez aujourd'hui dans certaines multinationales, on recherche ce qu'on appelle les diasporas. Donc, la diaspora, des gens qui ont fait leur preuve à l'international et que nous sommes en train de rechercher pour ramener ici sur le continent afin de pouvoir justement contribuer à développer les entreprises internationales basées ici en Afrique. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si ça vous tente. D'accord, super. Mais un mot de fin pour alors motiver toutes ces personnes à pouvoir, dès ce soir, si elles ne l'ont pas encore fait, commencer à écrire leur projet professionnel. Écoutez, chacun d'entre nous sur la Terre a des talents, a une passion. Certains iront plus loin en disant que chacun d'entre nous a une mission. Vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez, mais ce qui est certain, c'est que vous êtes sur la Terre avec une empreinte digitale unique. Et même deux personnes qui sont jumelles ont des empreintes digitales qui sont uniques. Ça veut dire que votre présence sur la Terre doit apporter une empreinte. Vous ne devez pas passer inaperçu. Votre empreinte doit se voir. Votre empreinte doit se savoir sur cette terre. Et cela passe, que vous soyez entrepreneur, consultant ou bien employé dans une organisation, par le fait que vous êtes capable de vous projeter sur vos passions, vos talents, mais aussi vos capacités et comment est-ce que vous pouvez apporter de la valeur à la société au travers de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle vous travaillez. Donc, c'est clé, c'est important de se projeter. La vitesse à laquelle va ce monde exige de chacun d'entre nous de penser à ce que demain sera pour lui-même, mais aussi pour la valeur ajoutée qu'il peut apporter à l'humanité, pour ne pas passer inaperçu et sans empreinte sur le globe. Merci. Merci infiniment. Il est important de laisser son empreinte. Laissez vos empreintes dans les entreprises où vous êtes. Laissez vos empreintes si vous avez un business à développer pour servir les autres. Et c'est ainsi que vous pourriez marquer l'histoire, car on a besoin que l'homme africain marque l'histoire. Alors, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous nous retrouvons le jeudi prochain. Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour le prochain webinaire. Le thème, ça sera salarié entrepreneur. Est-ce que c'est possible de concilier les deux? Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt. Au revoir.